2 ans. J'ai été enceinte pendant 2 ans, de manière intermittente. Sur ces 2 ans, il y a eu 4 grossesses et un seul bébé. Je m'appelle Delphine Morat et j'accompagne à vivre ensemble avec soi, avec toutes les parts de soi, faire des plongeons intérieurs pour enlever couche après couche, pour mieux se connaître, mieux s'aimer et trouver sa place. Donc de juillet 2019 à juin 2021, j'ai eu 4 grossesses. La première, donc en juillet 2019, par hasard, je découvre que je suis enceinte en début de grossesse, car je suis mon cycle. Et donc j'ai tout de suite vu que j'avais du retard. On n'y croyait pas, parce qu'on essayait sans essayer. Moi, j'avais eu quelques mois auparavant un accident de voiture. Je prenais beaucoup encore, je commençais à réduire enfin mes médicaments antidouleurs. Donc on avait mis un petit peu ce projet entre parenthèses. Et donc je découvre cette grossesse. Il faut quand même savoir que, statistiquement parlant, passé 35 ans, heu, je n'aurais pas dû pouvoir tomber enceinte aussi rapidement. Ça, c'était le premier comme ça, pour mettre dans le contexte. Donc je découvre que je suis enceinte, ni une ni deux, on en parle, super content, on renaît pas, hem, voilà, j'arrête tout de suite, les restes d'antidouleurs que je pouvais prendre et puis, on en parle aux enfants. Hem, je ne pensais même pas à une interruption de grossesse, dite fausse couche. Je n'aime pas ce terme, fausse couche. On va faire la parenthèse tout de suite. Pourquoi? Parce que fausse couche, fausse. Il y a un côté comme si ça n'avait pas existé. Et c'est quand même ce qu'on nous balance très facilement quand, notamment quand c'est, des fausses couches dites précoces. Donc, hem, dans le premier trimestre de grossesse. Donc je préfère interruption de grossesse. On parle également maintenant de plus en plus, d'interruption de grossesse du coup spontanée, pour séparer, des, grossesses, spontanées des interruptions de grossesse volontaires, donc des IVG. Donc bref, je n'avais jamais connu ça. Moi, j'avais eu, 2 précédents enfants, hem, les grossesses s'étaient super bien passées, ça ne m'a même pas traversé l'esprit et au moment où, mon compagnon est en train d'annoncer à ses parents, je me rends compte que je saigne et là, quand même, on se dit: «Bon OK, on peut avoir des saignements pendant la grossesse, mais c'est quand même pas bon signe». Je googlise, j'essaie de me rassurer. Bref, je termine aux urgences et on me dit: «Bah, c'est fini, en même temps à votre âge, ça arrive, vous en aurez d'autres, au revoir». Bien. Hem, sauf que quand ton corps saigne
qui saigne d'une vie qu'il y a eu, qu'il évacue, ce sang, tu ne le supportes pas. Ce sang, émotionnellement, tu peux pas le relativiser, bien le vivre. Alors certains auront besoin de retourner vite travailler, d'autres d'accueillir. Maintenant, il y a un congé qui existe, dédié, un arrêt. Moi, ça n'existait pas à ce moment-là. Et on te donne 2 jours et au revoir. On ne t'explique pas combien de temps ça va durer, ce qui se passe après, être sûr que tout est bien remis, etc. J'ai quand même une prise de sang à refaire pour s'assurer que le taux de bêta-HCG était redescendu. Et bien sûr, c'est toujours le moment où je ne suis jamais tombée sur autant de femmes enceintes. Et au labo où on te demande: «Ah, pourquoi vous faites un test?» Pour confirmer que la grossesse est bien arrêtée et qu'il ne reste plus rien. Ça a été la chute des montagnes russes. J'ai terminé aux urgences, on a passé des heures, les enfants étaient à la maison, donc inquiète pour eux. Quand ils m'ont vu rentrer, de toute manière, ils ont compris. Je m'en voulais tellement de les avoir embarqués là-dedans. Et j'étais tellement moi-même dans un tsunami émotionnel que je ne savais pas forcément non plus comment les accompagner, eux. Et puis, 3 mois plus tard, je retourne de nouveau enceinte. Pareil, je cherchais pas plus que ça. Là, on se dit: «Voilà, on s'emballe moins, on attend» et rebelote. Là, aux urgences, je suis tombée sur un médecin qui m'a quand même dit: «Bon, on peut même pas dire que vous étiez vraiment enceinte». Ça, je crois que puis bon, votre âge, oui, ça, je pense qu'on a compris, mon âge, hein. Et là, c'est super compliqué parce qu'on n'en avait pas parlé à nos familles. En même temps, moi, les enfants m'ont vu partir aux urgences. Pareil, on y est resté des heures. Donc, ils savaient quand même et en même temps, on va expliquer à la famille, après coup. Il y a eu, mais il y a plus. Donc t'en parles pas. Dis bon. Et en même temps, cette souffrance, elle est là. Et en même temps, ce poids sur ce couple, il est là. Parce que c'est comme tout ce qu'on peut traverser au sein d'un couple, toutes ces épreuves-là, soit ça soude, soit ça sépare. Chacun est dans son deuil, chacun est dans sa perte. Ne va pas le communiquer de la même manière, le vivre de la même manière, ni avoir les mêmes besoins. Et c'est compliqué. Celle-là, j'étais beaucoup plus anesthésiée, plus résignée, plus dépitée. Je voulais pas ressentir ce que j'avais ressenti à la première. Et puis, j'attendais une reprise de mes règles, une sorte de retour de couche. J'attendais le retour. Ça ne vient pas. Je refais un test quelques jours avant Noël. Je suis encore, de nouveau, enceinte. Et là, cette année-là, il s'avère qu'on allait dans la famille. Tout le monde sait que je bois du champagne ou je bois du vin. Et que si je bois pas, c'est que généralement, c'est que je suis enceinte. Et
Donc je l'ai annoncé, au début de manière un peu discrète, parce nous avions convenu avec les enfants que je leur en parlais maintenant quand on était sûrs, pour éviter, pour eux aussi, ces montagnes russes. Et donc, je suis dans ce Noël un peu, entre 2. Une échographie est programmée, déjà de datation, parce que je n'avais aucun moyen de savoir, hem, de combien j'étais enceinte et mais ce sera que, en janvier. Et donc on passe ce Noël un peu entre 2, à pas savoir. Pas savoir si on se réjouit, pas savoir si on se réjouit pas savoir, voilà. Et on me voit tiquer et là, à certains membres de la famille, ils ont appris pour la première fois, voilà. Moi j'étais un peu, pas en train de faire la danse de la joie quoi, carrément. L'échographie, il me dit: mmh, on n'est pas sûr, mais il devrait peut-être quand même y avoir un battement cardiaque à ce stade-là. OK, on attend 10 jours de plus. Ah! Non, pas lancé. Bon bah, hem, je me souviens, il m'avait dit, le deuxième échographe, il dit: «Bon bah, je peux pas vous laisser comme ça, voilà. Donc vous allez aller, à l'hôpital», il m'a dit qu'un des autres hôpitaux, en disant: «Ils vont vous donner, des médicaments, faire ce qu'il faut, vous allez pas rester, avec ça, dans le ventre». Donc rebelote et là on me dit gentiment que de toute manière, là on me propose, pardon, hem, une aspiration où l'intérêt serait notamment de pouvoir, faire des examens, une sorte de mini autopsie pour essayer de comprendre. Parce que là, on est quand même à la troisième consécutive. Donc là, autant avant, bon, pas de chance, trop vieille, tout ce qu'on veut. Ça arrive, c'est courant, pas vraiment enceinte. Je pense que j'ai eu à peu près un bon panel. Là, on se dit quand même c'est la troisième consécutive. Au moment qu'on rentre dans la troisième consécutive, là, on nous dit: «Ah, on va peut-être aller chercher un petit peu d'autres causes parce que c'est quand même pas normal». Donc on nous propose ça, ce qu'on accepte. Et donc on prend rendez-vous, c'était le week-end, donc du coup on prend rendez-vous, d'y retourner 2 jours après. Et là, pendant le week-end, je me suis littéralement vidée de mon sang. Donc quand j'arrive aux urgences, on avait rendez-vous pour faire, d'abord prise de sang et après procéder à cette, petite intervention. Et j'essaie de chuchoter comme je peux que, vu la quantité de sang que je suis en train de perdre, qu'il me semble que, cela ne sera pas nécessaire. Et j'ai dû le répéter 3, 4, 5 fois. On comprenait pas ce que je disais. Faut savoir quand tu te fais ausculter, tu te vides de ton sang par voie vaginale, c'est quand même du haut niveau aussi. Celui-là, hem, après pour cette grossesse-là, donc je me suis vraiment vidée de mon sang, j'ai une échographie, il restait des morceaux de membrane, de voilà, des restes de grossesse. Hem, j'ai dû reprendre des médicaments derrière, recontrôle. J'ai toujours l'impression qu'il restait des bouts. Moi, ce que je disais toujours, c'était vraiment ce ressenti. Et là, par contre, là, on a commencé à me dire: «Bon, on va chercher». Donc j'ai eu, des prises de sang un peu plus poussées et là, on m'a dit: «Bon, bah, on va rentrer dans les examens», donc sur une journée, trouver des causes, des explications, donc auprès de moi, auprès de monsieur et on rentre, nous, dans cette période-là de confinement. Donc du coup, tout est un peu, stoppé, repoussé. Entre-temps, moi, je redéclenche, hem, une énorme crise de sciatique au point où je pense même que c'est une inflammation, au niveau de l'utérus, je marche plus. Ce qui m'était jamais arrivé à ce point-là. On m'explique que juste le seuil au-dessus, heu, on m'opérerait d'urgence et cetera donc
Je me soigne, je règle ça, je pense mes blessures, je travaille sur l'émotionnel, je travaille beaucoup sur qu'est-ce que j'attendais de cette grossesse? Qu'est-ce qu'elle venait peut-être combler, guérir, cacher? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Je me mets aussi également à prendre beaucoup plus soin de mon corps, de mon alimentation. Je me renseigne beaucoup plus sur mon cycle, sur comment ça fonctionne, les perturbateurs endocriniens, prendre soin de mon énergie. J'aborde tout ça et j'enclenche tout ça. Je commence à me dire aussi que je voudrais me former à ça. Pour l'instant, c'est en cheminement. Pour accompagner, pour dire qu'on n'est pas seul. Que moi, l'accompagnement humain que j'ai eu était inexistant. Et même physique. Ma dernière interruption de grossesse, je me souviens encore de me demander comment je pouvais encore avoir du sang à l'intérieur de moi, tellement j'en perdais sur plusieurs jours. Et pareil, pour avoir un arrêt, pour avoir une prise en charge physique, émotionnelle, qu'on nous explique, pour moi, ça a été très compliqué. Et là, nous arrivons en juillet 2020. Et mon compagnon qui me dit, je serais pas enceinte. Je fais un test qui est positif. Et le jour même, j'ai l'hôpital qui m'appelle pour prendre les rendez-vous pour la fameuse journée d'examen qui a été repoussée avec les confinements. Prendre rendez-vous, du coup, on devait être fin juillet pour euh, le mois d'août, voilà, pour septembre. Là, je lui dis, écoutez, je viens de découvrir que j'étais enceinte. Et là, elle me dit, écoutez, j'espère que vous me rappellerez jamais, parce que ça voudra dire que ma grossesse a abouti. On fixe pas de rendez-vous, mais s'il y a besoin, vous nous rappellerez. Je n'ai jamais eu besoin de les rappeler. Mon petit garçon est né 9 mois plus tard. Pendant ce laps de temps-là, je me suis formée au deuil périnatal et également accompagnante IVG. C'était une grande réflexion avec moi-même parce qu'en plus c'était au Québec qui n'ont pas de loi euh, encadrant l'avortement. Et sur cette question du libre choix, du libre arbitre, est-ce que je me sentirais d'accompagner des femmes qui décident, que ce soit un choix éclairé ou de circonstances, ou par défaut, de mettre fin à leur grossesse, quel que soit le stade de la grossesse, parce que donc ce n'est pas encadré comme chez nous, alors que moi, je rêvais de voir battre ce cœur à l'échographie. Et je me suis vraiment posé cette question. Et j'ai eu besoin de voir où étaient mes propres limites pour pouvoir accompagner de manière la plus inclusive, la plus respectueuse, la plus neutre, la plus ouverte. Et c'est me questionner sur les choses parfois où je ne serais pas apte ou pour accompagner l'autre. Et je pense qu'il y a des thèmes euh, précis ou moraux. Donc je pense que
je ne pourrais pas accompagner de manière, neutre et bienveillante. Mais là, ça a été le cas et c'est là que j'ai vu aussi mon cheminement. Parce que je sais que beaucoup, quand ce n'est pas souhaité, vont pouvoir ne pas comprendre que certaines ont ce choix et qu'elles ne le saisissent pas. Et en même temps, la douleur passée, vraiment, je pense que chacune fait comme elle peut et que ça reste un deuil. Que ce n'est pas anodin, quelle que soit la décision que l'on prenne. Que ce bébé arrive par surprise. Un petit garçon arc-en-ciel n'était plus attendu. Et il est arrivé. J'ai été angoissée une très grande partie de ma grossesse. Et quand il est né, on m'a dit: «Oh, qu'est-ce qu'il est calme! Ah, on voit que vous étiez sereine pendant votre grossesse». Je me suis étouffée de rire, je crois, ce jour-là. C'était la grossesse la plus anxiogène, franchement, mais différente aussi, parce que j'avais travaillé beaucoup plus en profondeur sur moi. Parce que ce que j'avais vécu avant m'avait fait travailler et enlever des couches. Parce que je me connectais aussi à son âme. Je lisais, j'avais notamment le livre Les 9 marches qui m'a accompagnée pendant toute ma grossesse. Parce que je suis allée faire un voyage chamanique où on a été parler à son âme aussi à l'entrée du troisième trimestre. Donc j'ai fait d'autres choses différentes qui m'ont aussi nourrie, qui m'ont plu, parce que j'ai préparé mon accouchement avec des huiles, avec des plantes qui m'ont accompagnée tout au long. Et que c'est comment transformer ce qu'on vit. Moi, aujourd'hui, je peux en parler sans pleurer, sans tristesse. Je n'oublie pas pour autant, parce que ça m'a changé. Ça nous a changé aussi dans notre couple, en tant que couple. Euh, Quand tu as ta moitié qui reste, quand tu te vis de ton sang, qui dit bah Berk, eh bah c'est beau. Euh, mais c'est de ne pas construire sur cette souffrance non plus. C'est comment on transforme ça. C'est comment on avance. Ça nous a tous impactés. Ça a impacté les enfants. J'ai travaillé au niveau énergétique, en kinésio. Je me suis fait des recouvrements d'âme. On a été coupé, j'ai été coupée aussi les liens négatifs. Je suis remontée aussi sur des histoires familiales, sur les interruptions de grossesse dont on ne parlait pas, qu'il y a eu, pour aller creuser la place, le rôle. Et enfin, j'ai terminé également par une constellation familiale, où là, je me suis enfin sentie de dire oui, j'ai eu 6 grossesses, dont 3 enfants. Mais j'ai eu 6 grossesses. Et ça permet de replacer aussi la place de chacun. Que c'est important de communiquer dessus, d'en parler, pour ne pas que ce soit tabou. On nous le banalise tellement. Oui, ça arrive. Et alors? C'est parce que ça arrive qu'on doit s'en fiche et qu'on n'a pas le droit d'être anéanti. On ressent ce qu'on veut avec l'intensité qu'on veut et il n'y a personne qui a jugé ça.
Bien sûr que moi, la première, je me suis comparée, en me disant: «Oui, mais bon, moi, c'était, voilà, 1er trimestre, c'est précoce, c'est pas comme c'est plus tardif» et cetera. Oui, il y a toujours pire que nous, il y a toujours mieux que nous. Mais notre intensité, notre émotion, elle nous appartient à nous, indépendamment des autres, indépendamment des injonctions des autres, de la société et de notre famille. C'est nous. Si on est anéanti au bout du bout, on est au bout du bout. En revanche, qu'est-ce qu'on fait après? Comment on avance après? Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'ai besoin de plonger. Et je plonge. Mais je ne reste pas en bas. Comment je transforme ça maintenant? Comment ça va me servir pour continuer d'avancer? Aujourd'hui, mon petit garçon arc-en-ciel, donc qui est arrivé après les 3 interruptions de grossesse, connaît et il le sait et je lui en ai parlé et je lui en reparle. Alors je lui en parle pas tous les jours, c'est pas le but, mais il sait la place qu'il a. Moi, je suis en train d'y recomposer. Mon fils aîné n'est pas le fils aîné de son père biologique. C'est important de ne pas cristalliser ça. Moi, j'ai découvert que je n'étais pas la première grossesse d'un de mes parents, mais on n'en parle pas. Donc j'ai travaillé sur ma propre place et ce sentiment de d'être l'aînée. Oui, je suis celle qui est née, mais je ne suis pas la première grossesse. Et c'est important de remettre la place de chacun. Et parfois, on ne sait pas les histoires. Parfois, il n'y a plus personne pour nous les raconter, puis parfois, il faut surtout pas en parler. Mais au contraire, nous, justement, je pense que c'est précieux. Nous, notre génération, ou ceux qui sont en tout cas là-dedans, quel que soit son âge, c'est de dire, mais si on en parle, si, et on nettoie, et on avance. Moi, je nettoie tout ça, je déblaye. Je travaille autant sur moi-même pour moi et pour mes enfants, pour nettoyer un maximum au niveau de ma lignée, pour que eux, ce soit plus facile. Je ne suis pas responsable de la lignée de l'autre parent. Je suis responsable de la mienne. Mais je n'ai pas à porter ou à subir le poids de ma lignée. Je peux décider que ça s'arrête avec moi. Je peux décider d'arrêter, de stopper, de nettoyer en tout cas, d'essayer d'avancer. Et je continue. Et je continue à le faire et je continue à avancer, à découvrir d'autres choses et d'autres pistes et d'autres outils. C'est pour ça que je me forme aussi énormément, que je me fais aussi accompagner. Parce que je ne pense pas qu'on puisse tout faire tout seul. Il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul. Gratuitement, en investissant, en se formant, en lisant. On peut trouver plein de choses. Mais il y a des moments, il y a un professionnel qui va nous apporter une pratique précise, un regard, nous faire gagner du temps. Et ça, c'est important aussi. Moi, je cumule les outils, les approches. Je suis patiente, je suis aussi professionnelle. Je continue à avancer et à nettoyer. Mais c'est aussi comment on va cheminer et comment on va transformer tout ce qu'on vit. Et ça vaut pour tout ce qu'on vit. Notre passé est une explication, mais ne doit pas être une excuse. Des personnes vont vivre des enfances traumatisantes et dramatiques
Et moi, j'en ai rencontré et qui avancent et qui sourient et qui transforment. Et il y a ceux qui vont dire: «Oui, mais tu comprends, j'ai vécu ça». OK, tu as vécu. C'est un fait. Tu as souffert, ça t'a blessé, ça t'a brisé. OK. Comment on recolle? Comment on transforme? Comment on crée quelque chose de nouveau? Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est certainement pas instantané. Et pour le coup, moi, j'adore le coup de l'instantané. Tous ceux qui me connaissent te diront: «Ah, elle a cherché longtemps l'interrupteur». Combien de fois j'ai dit: «Mais petit bouton, tu sais, ding, c'est bon, c'est réglé». Je l'ai cherché, j'y crois pas. Hem, voilà, moi, mon parcours de vie fait que ce bouton, oui, il va me faire des prises de conscience, il va me faire switcher, il va me faire OK, mais tout n'est pas réglé instantanément. Je co Mes émotions font partie de moi. Je ne cherche plus à ne plus les ressentir. Ce que je vis, ce que je traverse, ça me construit. C'est aussi des petits signes de l'univers en train de dire: «Tu as bien compris? Comment tu réagis maintenant? Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que tu fais demi-tour en courant? Ou est-ce que tu dis: "Bon, on se pose, quelles sont les options? Comment on contourne? Comment on passe au-dessus? Comment on crée un pont?"» Et moi, c'est mon expérience de vie, c'est ça. Je n'ai pas eu un parcours linéaire. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne peux pas dire: «Je ne sais pas ce que c'est». Moi, j'avance, j'enlève des couches et j'enlève des couches. Mais j'ai cette résilience. J'ai cette envie profonde d'avancer, viscérale. Les gens me voient comme une battante, comme quelqu'un de fort. Je m'effondre aussi. Je doute, mais à un moment donné, quand j'ai accueilli toutes ces émotions, quand j'ai accueilli ce qui se passe dans ma vie ou ce qui s'est passé, bon, ok, maintenant, comment on avance? Parce que moi, j'ai ce besoin d'avancer. Et c'est ce que je transmets. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre, d'accompagner. C'est pour ça que j'en parle. Que je peux te parler de bout de ma vie pour te montrer que ça existe. Pas pour te dire, comme le truc à la mode en ce moment, je sais pas, c'est ouais, j'ai une dépression, c'était le week-end le plus affreux de ma vie. Ouh! Bah tant mieux, écoute, si ta dépression dure 2 jours, chapeau bas. Je transmettrai ce qui se passe dans ma vie, pas au moment où je le vis. Parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de donner du sens, j'ai besoin de transformer ça. Quand j'ai fait tout ce schéma, là j'en parle. Parce que c'est pour te montrer ce qui est possible. Pas qu'on pleure ensemble, au fond du gouffre en disant: «Ah ma vie c'est terrible». Je le fais aussi, mais à un moment donné, OK, comment j'avance? Et comment on peut avancer? Il y a que toi qui peux choisir. Tu peux dire ce que tu veux de ton passé, de ton entourage, de la vie de merde que tu as eue ou autre. Tout est question de regard. Alors tout le monde n'a pas une vie, pays des bisounours, hein. Entendons voilà, très clairement. Mais soit tu restes focalisé sur: «C'est la faute des autres, ils m'ont gâché ma vie». OK, maintenant toi là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu décides? Comment est-ce que tu peux toi, quand même avancer? Et ça, c'est super important. Je vais arrêter là, parce que je sais absolument pas le temps que j'ai passé et j'espère que, voilà, mon partage t'a parlé.
Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, il y a des infos en dessous. Et si tu veux, t'abonner aussi à ma chaîne également, en général, je fais des vidéos plus courtes. À bientôt!